Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir les trois principaux types d'investissements qu'il peut y avoir. Donc premièrement, nous avons monté un business directement. Donc là, je parle en général, mais on peut parler que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est vraiment ce qui a le plus de potentiel. Si ça fonctionne bien, vous allez dégager un revenu et un surplus de profit qui vous permettra soit de vivre, soit en plus de vivre, de réinvestir et d'étendre le business de plus en plus. Par contre, c'est le type d'investissement qui a le plus de risques. Si ça ne fonctionne pas, mais au mieux, vous perdez tout votre argent et au pire, vous finissez avec des dettes et vous perdez plus que votre argent. Vous avez des dettes que vous avez contractées. Euh, voilà, et vous n'aurez pas de salaire. C'est le pire. C'est donc le meilleur moyen de s'enrichir rapidement et de changer de vie. Néanmoins, c'est le saint Graal que tout le monde essaye d'obtenir et très peu réussissent. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi-même, j'ai pas d'expérience dans ce domaine et j'ai pas forcément la capacité, le désir de prendre le risque d'engager des fonds pour des investissements de montage de business. D'autant plus que moi, je sais investir dans les marchés financiers pour obtenir des retours suffisants et confortables. Donc, ça me, ça me n'incite pas à prendre des risques pour monter un business avec de l'investissement de fonds importants. Voilà. Mais c'est vraiment le meilleur moyen, si vous avez une idée et peu de fonds propres, de pouvoir vous enrichir. L'autre inconvénient, c'est que c'est un business, mais ça vous donnera pas forcément une liberté puisque ça pourrait être aussi un travail à temps plein pour faire tourner le business. Ou néanmoins, pendant peut-être de nombreuses années avant que ça se transforme en quelque chose où vous pouvez déléguer ou automatiser un peu ou faire moins d'efforts et laisser tourner le business. Donc, je ne vais pas parler de business sur cette chaîne parce que voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a la compétence dans ce domaine. L'immobilier, c'est un très bon moyen de s'enrichir. Alors, je le séparerai en deux. Euh, il y a le type entrepreneur immobilier et le type immobilier à la papa ou à la maman, c'est-à-dire plus conservateur. Donc le type entrepreneur, c'est là où en tant qu'investisseur en immobilier, vous apportez par votre, soit par votre travail, soit par votre génie, vous apportez une sorte d'amélioration où vous faites une transformation du bien ou euh, de, une construction d'immobilier qui permet de faire un retour beaucoup plus important. Et donc là, ça devient vraiment quelque chose d'actif et ça se rapproche de l'entrepreneuriat. Par exemple, vous allez faire construire euh, un immeuble, un complexe, vous allez acheter des terrains et puis faire changer, par exemple, les permissions de construction sur ce terrain, que voilà, c'était peut-être un terrain agricole, vous le passez en terrain commercial ou en terrain résidentiel. Donc là, c'est vraiment un travail actif. Donc ça, si vous savez faire, c'est un excellent moyen. Euh, Ensuite, il y a l'investissement en immobilier plus de type voilà, passif, standard. Donc vous voyez un bien sur une annonce en ligne, vous allez à la banque ou pas et vous achetez le bien donc dans le but soit d'y vivre, soit de le louer. Alors là, l'avantage c'est que c'est difficile de perdre de l'argent à long terme parce que ça reste de l'immobilier. Il faut vraiment payer très 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 cher pour perdre à long terme, c'est-à-dire payer avec un rendement locatif très faible et un marché de la location dont la location n'augmente pas en prix. En prix, on va dire, si la monnaie c'est une monnaie qui se dévalue fortement, on va dire que les prix n'augmentent pas en valeur réelle, donc après l'inflation. Mais
Voilà, c'est un mode d'investissement très conservateur qui a de bons avantages. Les avantages de l'immobilier, c'est que c'est difficile de faire n'importe quoi avec de l'immobilier. Euh, voilà, c'est un bien, vous ne pouvez pas le vendre du jour au lendemain. Ça reste un besoin fondamental de se loger. Donc, c'est rarement un très mauvais investissement. C'est rarement une grosse bêtise. Après, si vous êtes un entrepreneur immobilier, là c'est plus facile de faire une grosse bêtise. Par exemple, faire construire quelque chose dans un coin où il n'y a pas de demande, s'endetter trop pour la construction et avoir des problèmes pour la terminer, etc. Euh, L'avantage de l'illiquidité du bien immobilier, comme ça ne se vend pas d'un clic de souris, ça évite les actions émotionnelles, les réactions, vendre en panique. Ça c'est très bien. L'avantage, c'est que aussi on peut emprunter, d'autant plus que si on est en Europe, on peut emprunter à taux fixe, si le bien est en Europe bien sûr. Et donc, quand c'est ça, voilà, c'est pas votre argent qui est utilisé pour acheter le bien immobilier. Vous rembourserez petit à petit et vous pouvez même le rembourser en utilisant les loyers ou bien le rembourser en utilisant un argent que vous auriez donné pour payer votre propre loyer. Donc ça c'est très très bien. L'inconvénient de l'immobilier, surtout de l'immobilier plus conservateur, c'est que le marché est assez efficace, c'est-à-dire que vous allez trouver, en général, le bien typique ne sera pas spécialement bon marché, le rendement locatif de départ sera assez faible, donc ça va pas être un investissement génial, ça va être un investissement correct, conservateur, que je recommande à tout le monde, mais ça va pas être un investissement génial. Après, ça peut devenir un investissement génial si vous avez fait vos devoirs pour trouver une, comment je vais dire, bargain en anglais, une bonne affaire, une grosse affaire. Donc si là, vous cherchez les annonces depuis des mois et des mois, vous avez identifié les quartiers en devenir, peut-être les nouvelles constructions d'infrastructures routières ou ferroviaires, vous avez bien acheté au bon moment, vous avez étudié euh, les développements de l'urbanisation, surtout en Afrique où l'urbanisation n'est pas terminée, c'est encore en développement très rapide. Donc vous pouvez acheter un bien qui est à la campagne et dans 10 ans qui sera dans une banlieue. Ça c'est tout à fait possible. Donc là, vous pouvez faire un investissement qui ne demande pas trop de travail d'entrepreneur, de rénovation, de construction, mais plutôt un travail d'analyse. Et effectivement, là, surtout dans le contexte africain, ça peut donner des rendements très favorables. Si vous achetez donc, je pense, dans les grandes mégapoles, dans les endroits qui vont être industrialisés le plus, ou si vous connaissez l'évolution future des quartiers et des villes. Donc pour bien faire, il faut regarder les tendances d'urbanisation, étudier les cartes, les infrastructures, le taux d'urbanisation du pays, pour savoir si vous ne payez pas trop cher. Convertissez le prix du logement en euros ou en dollars, comparez-le aux pays limitrophes, à d'autres pays avec le PIB par habitant qui est à peu près similaire. Par exemple, je ne sais pas si... Moi, si on me dit de tête euh, un bien à 10 000 € au Sénégal, ça me plaît. Mais si on me dit de tête un bien à 100 000 € au Sénégal, je me dis, ouais, bah en Espagne aussi, on peut en avoir pour 100 000 €. Alors pourquoi je paierais le même prix? Attention, ça c'est pas dans les grandes villes espagnoles, mais dans les villes moyennes, c'est faisable. Donc comparer entre les pays la valeur en euros pour voir ce que ça donne. Et effectivement, miser sur les grandes mégapoles parce que l'économie se concentre toujours et toujours de plus en plus sur les grandes mégapoles. Que ce soit en France, Paris, Lyon, etc. En Espagne, c'est pareil, tout le monde veut aller à Barcelone, Madrid et peut-être une ou deux autres villes. Et en Afrique, c'est très clair, c'est les grandes villes de la côte, Abidjan, Dakar, au Nigeria, Lagos. Voilà, c'est les grandes mégapoles, c'est le futur de l'économie. C'est là où il y a tous les talents qui convergent. Voilà, ça c'est pareil dans tous les continents.
Donc pour résumer, l'immobilier, c'est un très bon moyen, que ce soit de manière conservative ou de manière entrepreneuriale avec la transformation de biens, construction ou changement de zonage de parcelles. Mais attention, dans ce cas-là, il faut vraiment étudier et il faut voilà, vraiment avoir un business plan. La troisième partie, c'est sur laquelle ma chaîne va se concentrer plus. Donc, c'est les marchés financiers. Qu'est-ce que c'est les marchés financiers? C'est là où on peut échanger bon, beaucoup de choses, mais là, on va partir sur échanger les titres de propriété d'entreprise, donc des portions d'entreprise qui s'appellent les actions. Et quand tu détiens des parts d'entreprise, que ce soit sur les marchés financiers ou en dehors, si c'est une petite entreprise locale ou même une pizzeria ou un restaurant, eh bien tu as droit aux bénéfices, à une part des bénéfices, et ceci de manière régulière, que ce soit annuelle ou trimestrielle ou semestrielle. Donc il y a trois manières, trois catégories. Il y a d'abord les fonds. Les fonds, c'est donc, tu vas choisir un gestionnaire de fonds qui, lui, va choisir des entreprises. Et ça a des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages, c'est que bon, la plupart des gestionnaires de fonds, ils savent ce qu'ils font, mais bon, pas trop. Il y a de tout, parce que quand il y a une mode, par exemple, en ce moment, c'est la mode de l'intelligence artificielle, ils sont tous dedans. Mais il y a des modes des fois qui se cassent la figure. Il y a eu la mode de l'énergie renouvelable. Ceux qui ont investi dessus, ils ont perdu beaucoup. Il y a eu la mode du pétrole, la mode du Japon. Voilà, si vous êtes sur un fonds qui suit une mode ou une thématique, ben, parce que vous vous dites que oh, l'énergie renouvelable c'est l'avenir, mais tout a un prix. Si le fonds n'a pas de discipline, le gestionnaire n'a pas de discipline, il achète des choses trop chères, des entreprises de mauvaise qualité, et voilà, vous perdez de l'argent. C'est l'inconvénient du fonds. Donc vous pouvez chercher des fonds qui sont assez conservateurs. Ça, c'est tout un travail. Mais je pense présenter quelques fonds à l'avenir sur cette chaîne et en disant ce que j'en pense. Ensuite, vous avez les ETF. Les ETF, c'est plus conservateur déjà. Donc, ou ça s'appelle aussi tracker. En gros, c'est un fonds, mais qui est géré de manière systémique, passive, systématique, sans gestion active d'une personne, sans décision active. Le but de l'ETF, c'est de détenir toutes les entreprises d'une thématique ou toutes les entreprises de la bourse. Donc ETF France, toutes les entreprises de la bourse française, pour simplifier. ETF S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises de la bourse américaine. Donc quand vous achetez ça, vous êtes très diversifié et ça va suivre les 500 plus grosses entreprises de la bourse américaine. Donc l'avantage, c'est que vous détenez toutes les entreprises et que s'il y en a une qui coule, vous n'allez même pas le sentir. Et s'il y a une nouvelle entreprise qui arrive et qui explose, elle va finir par rentrer dans cet ETF. Parce que elle va devenir, va faire partie des 500 plus grosses par exemple. Elle va rentrer dans l'ETF. Donc vous allez automatiquement devenir propriétaire de cette entreprise. Maintenant, si on parle du contexte africain, il y a plusieurs désavantages. Premièrement, il n'y a pas beaucoup d'ETF sur l'Afrique. Et deuxièmement, les ETF un peu exotiques sur une thématique sont gérés par des entreprises. Et si l'entreprise, elle voit qu'il n'y a pas trop de succès, que cet ETF ne gagne pas trop d'argent parce qu'il n'y a pas trop de gens qui investissent dessus, ils peuvent décider du jour au lendemain de le fermer. Ils vous ferment votre ETF, ils vous rendent votre argent, et voilà, vous n'êtes plus investi. Donc si on est sur un ETF classique France ou États-Unis, vous pouvez être sûr que ça va durer à long terme. Mais si vous êtes sur un ETF plus exotique, euh, par exemple Nigeria ou Afrique, il se peut très bien que l'entreprise, du jour au lendemain, elle vous décide de le fermer. Autre désavantage, pour certains ETF, vous ne détenez pas vraiment les actions, les parts d'entreprise. Ils font ce qui s'appelle des swaps synthétiques, des dérivés financiers.
C'est des sortes de manipulations que moi-même je comprends pas bien. Et en gros, avec des dérivés, ils vous imitent ce que vous gagneriez si vous aviez vraiment les entreprises, mais vous ne les avez pas vraiment. Donc voilà, c'est un peu un bazar. C'est pas très fiable, je pense. Et vous n'êtes pas vraiment détenteur de ce que vous pensez détenir. Voilà, c'est un risque. Ensuite, il y a les actions en direct. Donc là, c'est vous allez directement acheter des actions sur les marchés financiers. Donc par exemple, vous allez acheter à la bourse de Londres une entreprise qui s'appelle Airtel Africa, qui fait de la télécommunication et du transfert d'argent, de transfert de monnaie entre particuliers dans plusieurs pays d'Afrique. C'est une entreprise indienne. Et une fois que vous avez acheté ces actions, ben, maintenant votre destin est lié au destin de cette entreprise. Si ses revenus et ses profits augmentent, vos revenus et vos profits augmentent, le cours de l'action va suivre plus ou moins avec un délai et avec des fois des sautes d'humeur le revenu et le profit de l'entreprise. Pardon. Si l'entreprise décide de verser un dividende, donc une partie des profits à ses actionnaires, comme le fait RTL Africa, vous allez recevoir à intervalles réguliers un peu d'argent donc de l'entreprise. Le dividende en général pour les entreprises du monde entier, c'est entre 1 et 7-8% par an. Donc si vous mettez 1000, vous avez entre 10 et 80 par an. La plupart, c'est plus assez bas, mais il y a beaucoup d'entreprises qu'on peut trouver avec des rendements plus élevés. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Il ne faut pas se baser que sur le dividende parce que on peut perdre en croissance ou l'entreprise peut-être a un dividende très élevé parce que justement parce qu'elle a des problèmes et donc les investisseurs ne font pas confiance à la pérennité du dividende. Ils pensent que bon l'année prochaine l'argent versé aux actionnaires va baisser donc ils y croient pas trop et donc ils vendent et donc c'est pas cher. Mais voilà, c'est la manière d'être exposé directement à des entreprises. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais particuliers, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaires qui vont vous forcer à la vendre, comme dans un fonds ou dans un ETF. Si vous voulez être actionnaire d'une telle entreprise, là, vous y êtes, vous pouvez y être à vie. Sauf si l'entreprise décide de sortir de la bourse ou elle fait faillite. Mais bon, c'est assez rare. Et l'inconvénient, bah, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir valoriser, estimer. C'est très compliqué, ça s'apprend, mais ça prend du temps. Voilà, après, en général, la bourse, c'est ce qui rapporte le plus en tant que placement passif. Pourquoi? Parce que les entreprises, en général, dans l'ensemble, créent de la valeur et la redistribuent aux actionnaires de manière directe ou indirecte. Et ça, ça bat les autres placements. L'immobilier est très bien. Et bien sûr, être un entrepreneur peut tout écraser, peut tout gagner. Mais là, on n'est plus dans un placement passif, on est dans un projet actif que je vous encourage à faire, bien que moi, je n'ai pas pu le faire pour le moment. Mais si vous pouvez, connaissant les risques, c'est c'est un excellent moyen. En dernier, bon, nous avons des fonds privés, c'est-à-dire des fonds qui ne sont pas cotés sur les marchés financiers. Vous ne pouvez pas acheter et vendre, ça ne monte pas, ça ne baisse pas. C'est un peu pareil que les fonds qui sont sur les marchés financiers. Sauf que voilà, vous ne pouvez pas sortir facilement, par exemple. Vous ne pouvez pas revendre forcément facilement. Et autre chose, comme ils ne sont pas cotés avec un prix qui fluctue, le manager, il peut essayer d'embellir les choses. Il peut dire, voilà, la valeur de notre fonds est tant, mais il le juge lui-même, artificiellement. Donc bien sûr, il va jamais dire que la valeur du fonds a baissé de 50%. Il va juste dire, oui, c'est stable cette année. Parce que, en fait, la valeur, c'est combien d'autres personnes seraient prêtes
à payer maintenant pour le fonds. Donc si la bourse s'écroule complètement, en fait, la valeur des fonds privés s'écroule aussi si quelqu'un voulait l'acheter ou si quelqu'un voulait le vendre et chercher un acheteur. Mais c'est vrai que si vous ne vendez pas, vous ne perdez pas. Donc, dans un sens, ça apporte une stabilité. Vous pouvez donc trouver des fonds privés. L'inconvénient, comme sur tous les fonds, c'est connaître le gérant, quelle est sa thématique, quelle est sa compétence. Et en bonus, nous avons l'or et la crypto. Alors, c'est vrai que la crypto, elle fait beaucoup plus que les actions dernièrement. Mais on en reviendra. L'or n'est pas vraiment un investissement, c'est plus une sécurité. Ce n'est pas un investissement parce que ce n'est pas quelque chose qui produit une valeur. Euh, un bien immobilier produit un loyer et une action produit un profit, si c'est une entreprise profitable. Mais on va dire en théorie, l'action est censée produire un profit et le bien immobilier est censé produire un loyer chaque année. Donc ça fait de l'argent créé qui est redistribuable. L'or, non. Toutefois, l'or permet de conserver la valeur car les humains accordent une valeur à l'or, une valeur symbolique un peu. Et l'or augmente par rapport à la monnaie. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'imprimer de la monnaie que d'imprimer de l'or. Donc la quantité d'or n'augmente pas ou pas aussi vite que celle de la monnaie. Franchement, j'ai jamais regardé la quantité d'or. Je ne sais pas combien il y en a, mais je sais que ça augmente moins vite que la quantité de dollars ou d'euros. Et donc, vous voyez le cours de l'or qui augmente à long terme. Donc c'est un bon moyen de conserver une valeur. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont analysé, par exemple, combien de lingots d'or il faut pour acheter une maison. Et dans le temps, ça reste assez stable. Par exemple, ils disaient, voilà, une maison, ça coûtait 7 000 $ et 2 lingots d'or en 1900 aux États-Unis. Et maintenant, ça coûte 2 millions de dollars et 2 lingots d'or. Bon, les chiffres sont faux, mais il y a quelque chose du genre comme ça que ça permet de conserver la valeur. Et en dernier, euh, les cryptos. Les cryptos, c'est un peu comme de l'or virtuel. Ça ne produit pas de valeur, mais euh, la quantité est limitée. Pour des raisons techniques, on ne peut pas multiplier la quantité du Bitcoin ou très lentement. Et les gens accordent aussi une valeur symbolique, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc ce qui a commencé un peu comme pour moi une pyramide, un système de fraude pyramidal, a eu tellement de succès dans le monde entier que maintenant c'est établi comme des réserves de valeur. Donc moi je ferai jamais aucun commentaire disant d'acheter des cryptos, mais voyez-le un peu comme une forme d'or virtuel. Et si vous devez y aller, restez sur les cryptos les plus grosses. Pourquoi? Parce que ce sont celles qui ont le plus de reconnaissance et de notoriété où les gens vont naturellement. Donc c'est comme de l'or, ça attirera toujours les gens. En plus, c'est vrai que les cryptos, il y a une possibilité d'échanger virtuellement, de l'envoyer. Donc une sorte d'utilité, tout de moins pour certaines transactions. Et donc voilà, c'est pas, je dirais pas que ce sont des investissements, le crypto et l'or, ce sont plus des sécurités. Et si vous êtes quelqu'un de conservateur qui a des enfants ou qui compte avoir des enfants, vous pouvez en avoir, mais euh, je dirais, voilà, basez la majorité de vos placements sur des choses qui produisent de la valeur chaque année, sur des choses plus concrètes que sont des entreprises ou de l'immobilier. Voilà, donc après ces deux vidéos un peu d'introduction, on ira peut-être sur des thèmes un peu plus spécifiques ou des thèmes d'actualité un peu pour réagir, donner mon avis. Également, j'ai préparé une vidéo en extérieur, c'était un peu
vite fait, quoi, parce qu'il y avait les enfants qui faisaient un peu de bruit derrière sur le terrain de jeu. Et c'est à propos du trading et des charlatans du trading. Donc le résumé très rapide, c'est que on peut pas devenir millionnaire en quelques mois. Voilà, tout ça c'est du charlatanisme. C'est euh, c'est faux. C'est des promesses mensongères. Et je vais un peu plus en détail en expliquant pourquoi. Et vous verrez que c'est très clair et limpide. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième vidéo un peu plus longue. Et à la suite pour de nouvelles vidéos. Donc la prochaine en extérieur, peut-être des vidéos un peu plus légères. Moi, je vais pas faire du montage vidéo, des jolies choses. Si vous voulez voir ça, allez sur Disney+, allez sur Amazon Prime, Netflix. Voilà, moi j'apporte du contenu. C'est le contenu, la qualité. C'est l'expérience que je vous apporte. Merci beaucoup.